C'est Ah les Kameh. Comment vous allez? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui consiste nos frères qui sont dans la diaspora. On va dire les Kameh qui sont justement ben, partout, France, Espagne, Italie, Allemagne, États-Unis, Canada, etc., etc. Et on va essayer de discuter les raisons pour lesquelles il est intéressant pour un Kameh de la diaspora de back au pays. Ce qui me fait faire cette vidéo, en fait, c'est la crise de coronavirus, en fait. C'est qu'on a eu des vidéos de... Ça fait au moment où j'ai enregistré cette vidéo, on est le 31 mars 2020. Je crois qu'il y a quelques semaines, 2 semaines, je pense, on a eu un attroupement massif. Des vidéos, justement, des images de Kamel à l'aéroport. Je crois que c'était Charles de Gaulle. Et les gars voulaient tous back parce qu'apparemment, ils voulaient pas être confinés en bain et tout ça. Les gars voulaient rester au pays, tout ça. Et ça m'a fait sourire. C'est des images qui sont assez exceptionnelles parce que euh, on a l'habitude que Mbeng, c'est bon, je te dis que c'est comme ça qu'on est né. On a grandi dans cette image de Mbeng qui est toujours parfait. On est en Mbeng, on est arrivé et tout. Et quand tu vois des images de Kamel qui s'attroupent à l'aéroport pour bac, ça fait sourire. Et c'est donc ça qui m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo et pour un peu expliquer pourquoi est-ce que ça peut être très intéressant pour un camel de la diaspora de back au pays. La raison n'est pas coronavirus, ça, c'est sûr. Disons que le coronavirus est le déclencheur de mon idée de faire cette vidéo. Mais les points que je vais évoquer, je crois qu'il y en aura quatre. Il n'y aura pas coronavirus dans les points là. Bon, vu que c'est l'actualité du moment, forcément, par moment, je vais peut-être parler de coronavirus, mais dans les points, il n'y a pas de point qui est basé sur rentrer parce que coronavirus. Mais sinon, ça reste un point valable parce que maintenant avec coronavirus, là on est encore en pleine crise, on ne sait pas comment va être l'après. Et peut-être ça va être un point qui va faire que les gens vont rentrer, mais pour le moment on n'en est pas encore là. Donc, déjà, pourquoi est-ce que je peux, bon, je ne vais pas dire que je peux, pourquoi est-ce que j'ai une position, on va dire, un peu avantageuse pour parler de ça? C'est parce que je suis un Camerounais de la diaspora qui justement est back au pays et ça fait un peu plus d'un an. Je suis rentré en janvier 2019, donc ça fait 1 an et 3 mois exactement. Euh, j'ai fait 6 ans en Belgique, j'ai fait 6 ans à Bruxelles et j'ai décidé de rentrer. Et du coup, j'ai une position qui est un peu avantageuse parce que disons que j'ai eu l'expérience du retour et je peux donner mon point de vue. Comme j'ai dit, je vais faire 4 points et il y aura 2 points qui vont être un peu plus, on va dire, les 2 premiers points vont être plus généraux. Les 2 derniers vont être un peu plus personnels. Genre, moi, personnellement, même ce qui m'a motivé à rentrer. Et je pense que c'est peut-être ce qui va être le plus important parce qu'au final, c'est une décision personnelle de rentrer. Je ne pense pas qu'il y ait qu'on peut avoir des arguments qui sont valables, qui vont s'appliquer à tout le monde et qui vont faire que tout le monde peut back. Non. Ça reste une décision personnelle. Donc, on peut commencer donc avec les points. Voilà, déjà, bon, petit point zéro, pas encore le premier. Petit point zéro. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout de suite, ça dépend de chacun, hein. Il n'y a pas, tout le monde ne peut pas back et tout le monde ne peut pas rester. Bon, disons que ceux qui sont là-bas, vous pouvez rester, mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus intéressant de rentrer. Et quand je dis ça, je pense peut-être à deux catégories de gens. Par exemple, si au pays, tu as beaucoup trimé, tu as eu beaucoup la vie dure, tu as beaucoup, waouh, comme on dit là, pour arriver en bain. Si une bain te permet en fait de respirer un peu, d'avoir un petit soulagement, parce qu'un bain, on n'est pas milliardaire, c'est vrai, mais quand si tu es quand même battant, tu veux travailler, tu as toujours la plonge, tu as l'aide soignant, tu as toujours quelque chose qui peut te permettre d'avoir un petit minimum et d'avoir petit peu pour vivre en fait tranquillement. Donc, pour ceux qui ont vraiment déjà beaucoup trimé au pays là, il y a des cas graves, il y a des gars qui ont perdu leur famille ici, qui ont perdu leur famille au Cameroun, parfois c'est le femme là, parfois c'est les web bizarres, tout ça, tout ça, tout ça. Pour ceux-là, ça ne s'applique pas tellement. En tout cas, si vous êtes convaincu, oui, vous pouvez essayer, mais je peux dire que mon conseil n'est pas dit à l'aveuglement que... Je dis que je n'ai pas la naïveté de penser que tout le monde peut battre comme ça. Et par contre, ce que je vise plus par mes points, ce sont ces gens, en fait, qui sont déjà dans la classe moyenne au Cameroun.
Euh, et c'est plus à eux que les points, c'est à eux qu'en fait que j'aimerais présenter les 4 points et c'est eux que j'aimerais qu'ils réfléchissent un peu pour voir s'il n'y a pas du sens dans les points que je vais énoncer. Parce que moi, je pense que si au pays, tu as ton minimum, si tu es dans la classe moyenne au pays, il y a énormément de benguistes qui sont dans le cas là. Ne vous faites pas genre le pays, non. Beaucoup de benguistes, gars, on était ensemble là-bas. Beaucoup de benguistes ont les familles à l'aise au pays, les familles pépères. Mais pour moi, quand tu arrives en Beng, à la limite, même ton niveau de vie diminue, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour une certaine catégorie de personnes, clairement, le niveau de vie diminue. Quand ton pâté est DG, quand ton pâté est entreprise, ton pâté est quoi, quand tu pars en Beng, vivre dans l'appartement, avoir ta vie normale, ton travail là, après, on va dire qu'il faut être indépendant des parents et tout ça. Bon, ça, tu sais que les Benguis sont toujours les raisons pour ne pas back au pays. Mais je trouve que quand on quitte son pays pour go en Beng, en général, pour moi, la logique voudrait que c'est pour franchir un palier. Si tu pars d'un niveau, tu as ton minimum. Pour atteindre un niveau, tu as toujours ton minimum. À quoi ça a servi de faire le déplacement? Le déplacement doit te permettre de faire un certain cap dans, je sais pas, dans ta carrière, dans ta vie, dans ton évolution financière. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, si tu as au pays, tu as ton petit minimum, machin, et tu arrives en banque, tu as toujours ton petit minimum, c'est pas 1800, 2000 euros par mois, on connaît les salaires. Bah, c'est comme celui qui a 150 000 au pays. Donc, au final, pourquoi aller là-bas? Et c'est sûrement, ça c'est une sujet de complexe, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc, pour ne pas être trop long, parce que je parle souvent beaucoup, je joue souvent beaucoup, on va commencer avec le premier point. Non, attends, avant le premier point aussi, et aussi pour ce conseil encore, parce que je connais les Camerounais avec leur bouche, on va me tuer ici. Pour ceux qui ont déjà une vie de famille stable, c'est un peu compliqué. Et je peux comprendre que pour cela aussi, ça peut être compliqué. Parce que si tu es déjà marié, tu as une femme, tu as des enfants, je parle juste d'un garçon, mais si tu as un mari, tu as déjà des enfants et tout, c'est un peu compliqué parce que une personne qui back, c'est pas pareil qu'une famille qui back. Il y a beaucoup de paramètres qui s'ajoutent. Donc, peut-être le conseil, c'est que si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes encore célibataire, comme beaucoup de mes anciens commis qui vont m'écouter depuis, depuis Bruxelles et Liège et depuis la Belgique en tout cas, si vous n'êtes pas encore marié, réfléchissez avant de vous marier et d'avoir des enfants là-bas parce que c'est des choses qui compliquent beaucoup le retour. Si vous avez l'intention de retourner et si quelque part les 4 points que je vais énoncer pour vous faire le déclic ou alors vous donner ne serait-ce que l'envie ou la planification d'un retour éventuel au pays. Donc, ok, ça c'était bon pour l'introduction. On va donc aborder les points. Le premier point, en fait, c'est que je pense que l'euro est en train de tomber. Et ça, ce n'est pas, ce n'est pas coronavirus, hein, même avant le coronavirus. C'est juste que moi, je trouve que les Européens sont très forts pour tout le temps. Les Occidentaux en général sont très forts pour vendre tout le temps, vendre une belle image d'eux. Mais depuis quoi? Depuis la crise de 2008 peut-être, ça ne va plus. On a eu les gilets jaunes en France, on a eu les grèves interminables en France aussi. Bon, là, je parle de la France. Il y a les salaires en général qui ne sont pas fameux en fait. Parce que pour moi, honnêtement, comme je dis, 1800, 2000 euros, qui est déjà un bon salaire, bah, tu vis, on va dire, à la limite, bon, décemment, quoi, mais vraiment décemment. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est le maximum que tu peux viser quand tu entres dans le salariat européen, c'est de vivre, on va dire, décemment, et tu ne pourras jamais viser plus loin que ça. Et pour parler même des salaires, moi, un truc que je pense toujours, en Belgique, par exemple, quand tu veux travailler, quand tu finis ton diplôme, moi, par exemple, je suis ingénieur, diplômé de l'ULB, pour ceux qui connaissent. Normalement, pour travailler, tu dois faire la demande d'un permis de travail. Et dans les conditions pour lesquelles le ministère peut t'accorder le permis de travail, il y a un salaire minimum qui est marqué. C'est un peu comme les bruits de protéger les employeurs, les demandeurs locaux, un truc comme ça là. Et ce salaire minimum, en fait, il était plus élevé que la moyenne des ingénieurs en Belgique. Ce qui fait que beaucoup d'étrangers, en fait, n'arrivaient pas à trouver le travail en Belgique. Ce qui faisait, c'est qu'ils se réinscrivaient souvent pour garder les papiers ou finalement ils se réorientaient dans des formations qui sont plus souples en termes de permis de travail comme infirmier, aide-soignant, etc. Et ce qu'ils ont fait récemment, c'est qu'ils ont réduit le salaire minimum auquel on octroie des permis de travail aux demandeurs étrangers. Et je pense qu'ils ont réduit, c'est devenu genre 100 euros ou alors peut-être 150 euros de plus que le SMIC. Mais ça veut dire qu'on est en train de vouloir payer les ingénieurs au SMIC. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent.
je suis pas analyste financier, je ne maîtrise pas les coûts, la population, l'emploi et tout, tout, mais pour moi, un ingénieur, c'est quand même quelqu'un qui est censé, bon, c'est vrai que c'est l'idée qu'on reçoit aussi, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui a une plus-value énorme sur le marché par rapport à quelqu'un, par exemple, qui fait la plonge. Mais quand la différence de salaire, c'est 100 euros, quand on te paie l'ingénieur, toi, quasiment au SMIC, on se moque de toi, en fait. C'est pour dire que même l'Europe, là, en fait, ils n'ont même plus suffisamment d'argent pour bien payer leurs gars. Et on va pas se mentir, quand on va en bain, c'est pour chercher les taux, gars. C'est pour le cap. Faut pas me dire que tu pars en bain. On n'est pas devenu les bacs, on dit quoi, là, les globetrotters, des watts qui disent que je décide de changer, j'ai envie de travailler maintenant en Australie, voyage là, non. Nous, quand on se déplace, c'est parce qu'on veut l'argent. Et si tu es dans un continent qui n'a même plus l'argent à t'offrir, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ici que je vais avoir cet argent-là? Surtout, comme je rappelais dans l'intro, surtout si au pays, tu avais déjà ce minimum. Mais bon, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit. Et justement, même certains pays d'Europe, hein, l'Italie, l'Espagne, mais la crise et le chômage là-bas, c'est grave. Moi, j'ai des amis en Espagne. Moi, je suis allé en Espagne, des amis en Italie, pardon. Je suis allé en Italie, je suis allé dans le sud de l'Italie, Bari. J'ai fait 3 jours chez un ami à Bari. C'est près de Naples, en fait. Je me suis fait couper par un appel et je ne sais même plus de quoi je parlais. Ah oui, je parlais de l'Italie. Oui, j'étais dans le sud de l'Italie, près de Naples, dans le sud, encore en bas de Naples encore. Et je me rappelle, j'étais avec un ami. Ils étaient comme ils étaient. C'est un ami en fait ingénieur qui a fait un Erasmus à Bruxelles. Et je suis allé leur rendre visite et justement, il m'a présenté ses amis. Ils étaient quoi, une dizaine, hein, tous ingénieurs. Et aucun ne travaillait, ils étaient tous à la maison. Aucun ne travaillait. Le seul qui travaillait, en fait, il travaillait dans un hôtel en tant que réceptionniste parce qu'il parlait anglais. Donc ça, c'est l'Italie, en fait. Et la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Donc, cette Europe-là, je ne suis plus sûr que c'est l'endroit où il faut être pour faire de l'argent. Pour États-Unis, Canada, là c'est un peu différent parce que je pense que ces pays-là, bon, surtout États-Unis, hein, il y a encore moyen de faire de l'argent. Tu peux encore vouloir travailler, bosser, multiplier des emplois et tout, et vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc ça ne s'applique pas trop pour les Benguis qui sont du côté là. Mais pour l'Europe, là, honnêtement, avec mon expérience que j'ai vue, c'est compliqué. Peut-être un peu en Allemagne encore, tu peux gagner de l'argent, mais à part ça, vraiment. C'est devenu vraiment compliqué. Il n'y a plus les salaires. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a eu le coronavirus. Ça, c'est encore, ça vraiment même, j'ai même l'impression que les 4 points que je vais donner actuellement, s'ils vont être complètement inutiles d'ici quelques mois parce que coronavirus aura tellement fait des ravages sur l'économie que ça va un peu se poser la question de convaincre quelqu'un de rentrer. Mais avec ça, on va voir. Ça, on va voir. Donc ça, c'était le premier point. Le premier point, c'est que l'Europe est en train de tomber, hein. Et c'est pas l'endroit où il faut être. Si tu vois ton futur dans 10, 15, 20, 25 ans, je pense pas que c'est un endroit qu'il faut. Si tu vois un futur économiquement intéressant, quoi, où tu vas être financièrement très à l'aise, je suis pas sûr que c'est en Europe qu'il faut être pour voir ça. On va passer au deuxième point. Bon, le deuxième point, c'est un peu un point miroir. C'est que l'Afrique en général, le pays, le Cameroun, bon, là j'ai dit Cameroun, pourquoi Bac définitivement? Bon, je parle pas de l'Afrique, mais le Cameroun est en train de briser. Et sérieusement, Brice, hein, euh, déjà, quand je prends une ville comme Douala, comme ça, je suis toujours impressionné par la quantité de PME qu'il y a à Douala. C'est comme s'il y a une PME, de chaque coin de rue, il y a toujours une PME. Et bon, d'accord, on va me dire que même celui qui ouvre sa boutique, c'est une PME, mais bon, je dis des PME comment on va dire, comment je peux dire ça? Dans le thème PME, on ne voit pas forcément la matière qui fait on voit pas le bétariat. Donc, on voit quelqu'un qui ouvre sa petite structure, sa microfinance, sa quincaillerie, son salon de coiffure, des choses comme ça. Et il y en a énormément. Et je vous assure qu'il y a énormément de Camerounais qui s'en sortent, mais très, très, très bien. Pour Douala, en fait, je pense que je peux même faire une vidéo où je vais seulement m'arrêter sur le cas de Douala et pour montrer que c'est une ville, mais les opportunités dans cette ville sont incroyables. Il y a une ville de 3, c'est combien de 3 millions d'habitants officiellement, ce qui est forcément beaucoup plus. Il y a une demande de consommation énorme et j'ai l'impression que quel que soit ce que tu lances comme activité à Douala, vu qu'il y a une population gigantesque,
il y aura toujours un marché de consommation, quel que soit le produit que tu offres. Et ça, ce n'est pas à négliger. Ça, ce n'est pas à négliger. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi que la France se faiblit, en fait. Comme je dis, c'est deux points miroirs, que l'Europe tombe, l'Afrique, le Cameroun prise. Par exemple, le port de Douala, on a bousculé Bolloré hors du port. Malgré le bras de fer, on l'a bousculé hors du port. Peut-être que c'est factice. Peut-être que derrière, il a d'autres accords qu'il a signés en backpack. Peut-être quoi. Certains disent même qu'on lui a donné crédit, etc. Je ne sais pas. Mais c'est un signe. Ça montre que on a des gens aujourd'hui qui arrivent à taper du poing sur la table face aux Français, face à on dit quoi, néo-colonialisme, les grands mots là, français, et pour dire que non, on va gérer à notre sauce. Et ça, c'est un excellent signe économiquement parlant pour un pays comme le Cameroun. Et quoi d'autre quand je dis que le Cameroun brise? Euh, oui, il y a aussi un truc que je remarque. Bon, je vais encore parler de Douala parce que je travaille ici à Douala. C'est que beaucoup d'étrangers sont ici là pour choper les dos graves, hein. Bah, quand je vois Douala comme ça, les Français d'abord, les gars Total, Bolloré, Orange, les gars, ils se font un jus terrible. Même beaucoup de startups ici qui naissent sont des startups françaises. Jumia qui s'est créé et qui, Dieu merci, je dis bien Dieu merci, a fait faillite. C'était des Français. Donc, des Français quittent leur pays pour venir essayer au Cameroun, c'est un signe. Ça c'est la France. Les Libanais, je sais pas, peut-être que le tiers de Douala les appartiennent. Ils ont tellement de restaurants, tellement d'entreprises ici. Bon, historiquement, quand même, ils sont au Cameroun depuis longtemps, donc je sais pas si on doit les mentionner. Je sais pas, même les Sénégalais sont ici, avec leurs restaurants, ils font des chiffres énormes, ils font des chiffres énormes. Et en parlant même de restaurants, toujours, je donne des exemples au pif, hein, et je n'ai pas forcément préparé la vidéo, donc je parle, j'ai juste un petit bout de papier avec des points dont je parle quand les idées me viennent. Je connais une amie ici qui vend de la nourriture dans les entreprises à midi, ici à Douala. Bon, une amie, c'est pas une amie, une personne que je connais. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle prépare chez elle. Bon, elle fait un menu, en fait, chaque week-end, elle fait un menu qu'elle distribue par WhatsApp à plein de personnes. Donc, aujourd'hui, elle a un grand réseau. Au début, peut-être elle n'avait pas ce réseau-là. Et en fait, elle livre des nourritures, elle livre la chop à ton boulot, je crois que c'est 2500, je crois, le plat, hein. Et dernièrement, elle m'a dit que la BGFI, c'est une banque gabonaise de financement, je crois que c'est quelque chose comme ça là. BGFI de Bonanjo, chaque midi, c'est devenu systématique. Chaque midi, il commande une vingtaine de plats. C'est systématique. Si tu prends le plat à 2500, ça veut dire que rien que avec la BGFI, elle fait un chiffre d'affaires de 50 000 par jour. Elle prépare chez elle. Elle achète les whey au marché comme tout le monde. Elle prépare chez elle. Elle prend le taxi ou la moto, le Benzikin. Elle livre partout. Rien que dans une entreprise, elle a un chiffre d'affaires de 50 000. Je vous assure que cette fille peut faire 150 000 de chiffre d'affaires journalier en préparant chez elle. Je dis bien chiffre d'affaires journalier. Ça, c'est la puissance de la ville de Douala. Donc, pour ceux qui ont des doutes sur l'économie du Cameroun, je vous assure que Douala, quand tu oses, tu es récompensé parce que c'est une ville c'est une ville qui a un dynamisme, des opportunités, une population, tout ça, tout ce qu'on veut là. C'est en sort, comme on dit là. Donc, il ne faut pas hésiter à lancer des idées d'investissement ici. Donc, soyez sûr que c'est un bon ticket sur lequel miser. Voilà. Si tu mises sur Douala, c'est un bon ticket sur lequel miser. Ok, j'avais donc quoi encore. Et aussi, oui, n'ayez plus peur. Donc, n'ayez donc pas peur. N'ayez pas peur de rentrer parce que vous ne savez pas quoi. Non, si vous avez une idée, quelque chose qui peut marcher, ça peut être n'importe quoi. Je vous parle là de la nourriture. Quelqu'un prépare chez lui pour livrer. L'idée là, elle a sûrement eu comme ça chez elle un jour. Elle a dit que je vais essayer. Et elle arrive à faire des trucs comme 150 000 de chiffre d'affaires journalier. C'est énorme. Donc, regardez ces gens-là qui réussissent. Ne regardez pas ceux qui vous disent que ça va mal, machin. Non, regardez ceux qui réussissent. Et, en général, et ceux qui ne parlent pas beaucoup. Souvent, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui crient beaucoup que le pays n'aime, c'est souvent ceux qui ne réussissent pas.
C'est eux qui parlent beaucoup. Souvent, on a souvent l'impression de la tendance générale, elle est négative. Mais dans le silence, il y a énormément de gens qui réussissent, hein. Il y a énormément de gens qui sont là en train de réussir dans les petits business un peu partout, partout. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, je travaille en indépendant. Je suis ingénieur architecte. Je travaille en indépendant en tant qu'architecte et j'ai déjà pas mal de clients, hein. J'ai déjà des projets même qui sont en stand-by parce que je n'ai plus le temps pour le faire. Donc, pensez-y, pensez-y, le pays est en train de briller. Donc, on va passer au troisième point. Le troisième point, oui, là on aborde les points qui sont un peu plus personnels. Les deux premiers points, j'essayais en fait de vous convaincre avec des arguments, on va dire, rationnels, que sur les faits, sur les statistiques et tout. Ce n'est pas tellement même mon domaine, hein. Comme je dis, je ne suis pas économiste ou quoi. Donc, j'ai essayé comme j'ai pu. Mais les deux derniers points, on va dire que c'est des points un peu personnels. Donc, je pense que je vais être un peu plus convaincant, ne serait-ce que si une des personnes qui m'écoute a un peu la même vision que moi. Le troisième point, en fait, pourquoi pourquoi il est intéressant pour un Benguis de bac au pays, c'est il faut parfois se poser la question, quelle vie est-ce que je veux pour moi? Moi, par exemple, quand j'ai un peu regardé la situation générale de comment est-ce que ça fonctionne en Europe avec les grands frères et tout ça qui sont là depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que il est très difficile. Non, pas ça. Tant que tu restes en bain, tu vas toujours dépendre de ton salaire. Et il est très difficile d'avoir plusieurs sources de revenus. Et ça, vous m'écoutez, vous le savez, ça c'est clair. Avoir plusieurs sources de revenus en bain, c'est extrêmement compliqué, surtout en Europe. Je veux toujours emphasiser l'Europe parce que je maîtrise mieux l'Europe. États-Unis, je sais qu'il y a un peu plus, c'est un peu plus libéral là-bas, ils peuvent un peu faire jongler entre des trucs. Mais surtout en Europe, là, c'est vraiment compliqué parce que tout est tellement contrôlé, tout est tellement quadrillé, tout est tellement... L'informel a disparu en fait. L'informel a complètement disparu. Et ça, c'est pas une bonne chose, surtout quand on veut innover. Et du coup, lorsque tu as une seule source de revenus, tu deviens dépendant de ton boss. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Moi, je sais pas, l'idée de savoir que euh, ma seule entrée d'argent, c'est mon travail. Et que si un jour je perds ce travail, je ne suivis pas. Parce que on connaît, hein, ben, on ne te paye pas un mois. Peut-être ça passe encore 2 mois d'arrêt, tu ne peux plus vivre. Déjà, tu ne pourras plus payer ton loyer. Et problème avec le bailleur, problème avec ceci, problème avec le crédit, tu peux plus payer tes crédits, tout ça. Donc, rien que le fait de savoir que si j'ai un mois de retard dans mon salaire, je ne peux plus vivre. Cette idée-là, moi, personnellement, ça me terrorisait un peu, hein. C'est qui dit que, mais quel genre de vie je vais avoir si je suis à ce point dépendant d'une seule source de revenus. Et cette idée-là, en fait, moi, ça me mettait un certain stress permanent et continu. Peut-être c'est mon esprit BAMS que c'est que nos pâtés BAMS là, ils sont toujours en train de bailler les terrains partout. Ils veulent toujours multiplier toujours multiplier les sources d'entrée d'argent, les photos Victor qui avaient les 15 entreprises. Je sais pas, moi ça me terrorisait. Parce que tu ne peux pas, comment on dit ça? Tu ne peux pas être, tu peux pas penser librement lorsque tu es attaché à une seule chose et cette chose-là dépend de ta survie. Donc, par exemple, si ton boss t'énerve, si au travail ça ne va pas, si les conditions sont insupportables, si les collègues de travail sont insupportables, bon, je caricature, c'est pas toujours le cas, machin, mais si, j'ai bien dit si, bah, tu ne peux rien faire. Tu dois supporter. Tu dois supporter parce que il te faut la paye, il te faut, you need the paycheck. Et c'est flippant. Pour moi, c'était flippant. Surtout que de nature, je suis quelqu'un qui ne supporte pas les situations inconfortables. Quand c'est inconfortable, je sors et je claque la porte. Je ne fais pas de compromis quand c'est mon confort personnel. Je n'arrive pas à faire des compromis. Quand la situation est inconfortable, je quitte, je pars. Peut-être c'est pour ça que je suis même back, je vois, entre guillemets, mais c'est ça. Et c'est une idée qui me terrorisait. Et, et c'est quelque chose que moi, ça me terrorise. En plus, même si ça ne te terrorise pas, disons que toi, tu n'as pas de problème avec ça. Pourquoi c'est l'indemne? Parce que moi, je pense que c'est une sorte d'esclavage parce que euh, tu work pour quelqu'un, il te donne de l'argent, surtout quand tu as encore un salaire qui est bas, même si tu gagnes quand même bien ta vie, mais c'est devenu de plus en plus rare, comme je disais au premier point, les salaires sont trop bas. En général, ton salaire même que tu fais, auquel tu dépends, auquel toute ta vie dépend, c'est ce qui te permet d'avoir quoi? Loyer, nourriture, quelques sorties.
Et peut-être, pour ceux qui sont un peu aisés, des vacances. Genre une fois par an. Ça, pour moi, c'est le minimum vital. Et pour moi, je ne travaille pas pour avoir le minimum vital. Parce que ce minimum vital, si tu me mets à Banjul, j'ai ce minimum vital là sans rien foutre. Pourquoi est-ce que je vais donc traverser, aller de l'autre côté de la planète, supporter une condition qui est inconfortable pour avoir le minimum vital? Je n'ai pas besoin de minimum vital vu que dans mon pays, j'avais déjà ce minimum vital. Je ne comprends donc pas pourquoi. Non, il faut pas que je m'embrouille. Et du coup, cette situation-là, c'est de l'esclavage en fait, parce que prenons les esclaves. Les esclaves, en fait, c'était quoi? C'était des gens qui travaillait pour toi, il est chez toi, il avait tes choses, il s'occupe de ta plantation. Si on prend les Noirs américains aux États-Unis, il s'occupe de tes enfants peut-être, il nettoie les machins, machins. Et en contrepartie, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes un lit où dormir, un toit et de la nourriture. Bah, moi, je dis que les esclaves modernes, c'est ceux dont leur salaire leur permet uniquement de payer leur loyer et de manger. C'est pas parce qu'on te laisse, on te donne un répit samedi et dimanche que tu vas aller tu vas sortir, prendre deux, trois verres avec tes amis, la pas avec les gars, chop les prunes. C'est pas pour ça que tu n'es pas un esclave. Parce que pour moi, si ton salaire te permet uniquement de gérer ton loyer, ta nourriture, deux, trois sorties, bah, tu t'es fait esclavagiser par le salariat, hein. Et ça arrive à tellement de gens. Bon, ça, ce n'est pas que, ça, c'est pas propre au Cameroun. Ça, c'est toute la société occidentale est basée sur ça, hein. Et les Ouattes même sont les premières victimes de cela. Mais moi, je connais les Camerounais et je pense que on est beaucoup trop brillant. Parce que je connais les Camerounais, bon. Je peux pas dire, je sais qu'on est brillant, on est entrepreneur, on a du potentiel, on est fort. Les Camerounais sont prêts. Et je trouve que se réduire à ça, avec tout le potentiel qu'on a, c'est vraiment très dommage, c'est vraiment très triste. Et moi, justement, je vois plus des Camerounais qui rentrent, qui ont toujours le minimum vital ici au pays, mais qui, justement, ont la, 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 la possibilité de créer des nouvelles choses ici dans leur environnement, tu vois, ici dans leur pays. Là, tu peux créer des choses, tu peux essayer de nouvelles choses. Tu ne vas pas être contraint par un boss ou par un salaire qui, s'il ne tombe pas, c'est la panique totale. C'est en fait ça. Et l'autre point aussi, ce qui me terrorisait un peu, c'est le crédit. C'est ce qui est derrière les crédits. Et c'est quelque chose que les gens prennent ça tellement à la légère. Mais pour moi, le crédit aussi, c'est une sorte de prison, hein. Parce que c'est bien beau de dire que, bon, oui, j'ai pris mon crédit sur 20 ans, sur 25 ans pour ma maison, pour mon appartement. Mais qu'est-ce que ça cache en fait? Ça cache que le système t'a verrouillé sur place pendant 25 ans. Et le système s'est assuré que, quel que soit ce que tu comptes faire, bah, tu vas rester remboursé pendant 25 ans avant de pouvoir partir. Donc, quelque part, on t'a verrouillé. C'est-à-dire que c'est même pire. En fait, je trouve que celui qui paye son loyer chaque mois, sans crédit, sans dire que, ok, je paye le crédit, mais au moins à la fin, ça m'appartient. Celui qui ne fait pas ça, celui qui paye ça chaque mois, à un moment donné, il peut dire que bon, c'est trop l'indemnité, je pars. Et il part sans, il n'a pas signé de contrat avec qui que ce soit. Mais celui qui a pris un crédit, à qui on a dit que non, c'est intéressant, prends le crédit, tu vois, c'est toujours comme si tu payais le loyer, sauf qu'à la fin, la maison t'appartient, l'appartement t'appartient, mais à la fin, là, c'est 25 ans. C'est 25, c'est 25 ans. Ça veut dire que tu es contraint. Donc, cette histoire de supporter que ton boss et tout, tu n'as même plus le choix. En fait, tu es resté. Si tu es là maintenant sur place, tu vas sauf que work. Tu vas sauf que work pendant 25 ans. Et quand tu vas finir tes 25 ans là, avec tous les nerfs, les crises, même les dépressions que certains ont souvent, on va te dire que bon, ce gars-là, il a bien fait ses devoirs. Laissons-lui l'appartement là quand même. Ça me fait froid dans le dos. Et j'aimerais bien que nos camés, pour ceux qui n'ont pas encore pris les crédits, ils pensent quand même. C'est ma part de petits conseils que je donne. Je ne suis pas un expert dans l'immobilier ou quoi, quoi. Peut-être il y a les économistes qui vont maîtriser ça mieux que moi. Ils vont me dire que non, en fait, machin. Peut-être, je ne sais pas. Mais je donne que c'est ma vision à moi et c'est des choses que je vois que nous, les Caméras, on saute sur ça en bain. Mais je trouve que ça cache des choses assez. Il y a un truc d'assez vicieux derrière. Il y a un truc d'assez malsain derrière ces histoires de crédit immobilier qui ont l'air d'être le deal parfait là. Donc, c'était ça, en fait. Ça, c'est vraiment pour moi. Donc, le troisième point, c'est ça. Quelle vie je veux pour moi? Moi, je ne voulais pas cette vie-là.
Je ne voulais pas cette vie de salariat où j'ai une seule source de revenus et où, quel que soit l'inconfort de la situation, je suis obligé de supporter. C'est donc ça que je ne voulais pas. Et donc, pensez-y quand même, voyez votre potentiel. Il y en a qui étaient très brillants, il y en a qui ont fait des grands, qui avaient les 17 de moyenne en terminale, il y en a qui étaient créatifs même peut-être, il y en a qui, peut-être si tu vois ton passé, tu vas voir que quand tu étais jeune, tu créais beaucoup de choses, tu faisais de la musique, des bandes dessinées, je sais pas, peut-être tu innovais souvent dans certains domaines, quand tu aidais ton pâté à la boutique, tu créais. Et essaie de voir si on n'a pas, si Nbeng n'a pas complètement détruit tout ça pour te transformer en une sorte d'esclave moderne à la chaîne qui produit pour le système et qui à la fin, on lui donne, après 25 ans, on lui donne un appartement et il pense qu'il a fait le deal du siècle. Donc ça c'est pour le troisième point. Et le quatrième point aussi, c'est toujours un peu personnel, hein, mais personnel, mais aussi général un peu. C'est un point simple, peut-être le plus important même, c'est que bah, le Cameroun, c'est notre pays, hein. C'est là-bas que c'est le pays où tu es né. C'est là-bas que beaucoup d'entre nous ont grandi jusqu'à au moins 18 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever ça. Même si tu es où dans le monde ici, même si tu es parti, je sais pas, même si tu as le kaolo de la Nouvelle-Zélande, parce que je suis sûr qu'il y a les Camerounais qui ont le kaolo néo-zélandais. On est trop fort. Même si tu es là-bas, que tu work là-bas, tu ne peux pas enlever que ton enfance. L'enfance, c'est une des parties la plus importante dans le cerveau d'un être humain, dans la première, la découverte du monde, tout ce que tu as traversé là, tu ne pourras pas enlever ça de toi. Et c'est pour cela que tu peux battre un coup pour ça, hein, parce que je pense que quelqu'un peut rentrer juste parce qu'il dit qu'il aime son pays. On va dire que c'est machin, c'est pas réfléchi, c'est quoi, mais pourquoi forcément, pourquoi il faut toujours que ce soit réfléchi, calculé même au final? Tu peux back parce que tu as envie d'être dans ton pays, c'est tout. La vie s'y écoute, hein. Faut pas souvent, on veut souvent tout bien faire, tout bien calculer, tout bien jauger, alors qu'au final, on dépend de rien. Regardez coronavirus. Si toi, tu avais fait tes plans je sais pas, n'importe quel plan que tu as fait sur 5 ans, 10 ans en Bengala maintenant, tout s'est remis en cause à cause d'un truc qu'on ne voit même pas à l'œil nu comme ça. Donc, si tu aimes le camé et que si depuis tu penses à bac, peut-être il faut se dire que mon frère, pourquoi même on va toujours justifier que je vais dire quoi à qui? Bac d'abord, bac d'abord. Sur place, tu vas gérer. Si tu te fais confiance dans ta capacité à t'en sortir dans certaines situations, bac, tu vas gérer. Il doit y avoir des opportunités, c'est un peu un problème. Et tu vas être aussi plus à l'aise dans la tête. Parce que on se sent bien au Cameroun. C'est vrai qu'il y a la chop, il y a l'enga, il y a le beau temps, tous ces trucs-là, toute la nostalgie même qui est liée à notre cerveau quand on était petit. Tout ça, c'est vrai que ça joue. Mais il faut aussi savoir que on est autour des gens qui nous ressemblent. Et je pense qu'on se sent bien justement qu'on est autour des gens qui nous ressemblent. C'est même pour ça qu'on est en Bengaba, mais on traîne toujours en se calmer. Quand tu as les voix, tu t'ennuies, les sujets ne t'intéressent pas. Tout ça, c'est ça. Tu es autour des gens qui te ressemblent. Vous avez les mêmes, on va dire, les mêmes centres d'intérêt de manière générale. Tu n'auras jamais de discrimination due à ton faciès, il n'y aura jamais de racisme, il n'y aura jamais oui, cette discrimination parce que tu es noir. Il y a toujours des petits trucs. Parce que moi, j'ai fait un bang. Je sais qu'il y a toujours, ça ne finit jamais. Même ceux qui ont fait à 50 ans, on me dit que ta peau, il y a toujours un moment donné, il y a une situation qui va te rappeler ça. Ça, c'est sûr. Même si tu wattises plus que n'importe qui, je ne veux pas dire, il y a toujours un moment donné, une situation, un watt quelque part, un grand-père quelque part, un enfant quelque part, qui va te rappeler ça. Peut-être à un moment donné, tu t'habitues, mais je pense qu'on ne s'habitue jamais vraiment complètement. Et le fait d'être autour des gens qui te ressemblent, ça supprime ça supprime tellement de problèmes superflus. Parce que pour moi, le racisme, c'est un problème superflu. Ce n'est pas censé être le problème majeur d'un être humain. Tu ne peux pas t'épanouir psychologiquement. Et toute la base, c'est l'épanouissement psychologique, hein. Si tu n'es pas épanoui psychologiquement, tu ne peux pas être épanoui financièrement, tu ne peux pas être épanoui culturellement, etc., etc. Et tu ne peux pas t'épanouir psychologiquement si tu as le racisme en permanence. Donc, le fait que tu t'enlèves tous ces problèmes superflus quand tu es dans un environnement où les gens sont comme toi, a.k.a. le Cameroun, eh bien, le cerveau est plus dégagé. Bon, entre parenthèses, si au pays tu as, ouah, tu es au marché chaque jour, déballage, ça ne marchait pas aussi, oui.
Là, ton cerveau n'est pas, là, ton cerveau n'est pas dégagé. Donc, si c'est ça que tu veux venir, il faut au pays. Si tu sens que tu vas pas résister le choc, non, reste encore peut-être dans ce que tu fais là-bas en bain et réfléchis encore mieux. Parce que je ne dis pas qu'au pays, forcément, tout le monde a le cerveau dégagé, mais il y a cette, je vais dire qu'il y a cette, il y a cette légèreté dans l'air qui fait qu'on est toujours plus à l'aise. Et comme je dis, c'est parce qu'on a grandi ici, hein. Il n'y a pas d'autre explication possible à ça. Donc, quand tu as cet esprit dégagé, tu as le temps de penser, tu as le temps de réfléchir. Si tu es en bain, le matin il fait froid, tu n'as pas envie de sortir. Au boulot, le métro t'énerve parce qu'il y a trop de gens. Au boulot, il y a des gens qui sont racistes. Tu as un boss qui t'énerve parce qu'il fait ceci, tu as ça, tu as ça. Tous ces petits problèmes que moi j'appelle encore superflus, eh bien, ça t'empêche de créer, ça t'empêche de penser, ça t'empêche de voir, ça t'empêche même pour moi, ça t'empêche de planifier ta vie sur le long terme. Parce que tu auras toujours tellement de soucis à régler sur le court terme que, au final, tu n'arrives pas à faire des plans sur le long terme. On parle d'un pays où chaque année, bon, ça c'est pour ceux qui sont fraîchement diplômés, chaque année tu dois aller à la commune renouveler ton titre de séjour. C'est-à-dire qu'on ne te laisse même pas avoir une identité. Chaque année, il faut que tu aies dit que voici mon identité. Ça veut dire que tu as tout le temps des petits soucis à court terme bah, qui te bloquent complètement tout plan, toute possibilité de projet sur le long terme. Et pour moi, ça, c'est une catastrophe. La vie d'un homme, c'est pas le jour le jour. Surtout si tu vas en bain. Et comme je disais au début, pour moi, aller en bain, pour moi, même changer de pays, c'est viser plus loin. C'est franchir un cap. Et je pense même que il n'y a pas d'autre endroit où un camé peut réussir. Ah bon, attends, comment je peux formuler ça? Le seul endroit où un Camerounais peut exploiter son plein potentiel, c'est le Cameroun. C'est ça en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on est né Camerounais. On n'a pas choisi. On n'a pas choisi de grandir ici, mais notre esprit, notre cerveau est rattaché au Cameroun. Et je pense que le seul endroit où on peut avoir de l'harmonie, même spirituellement, hein, je ne veux pas commencer à faire des discours spirituels et tout, même spirituellement, je pense que, c'est mon point de vue, je pense que notre esprit est rattaché au Cameroun d'une certaine façon. Et c'est ici qu'on doit être pour pouvoir justement faire péter ce putain de potentiel que je sais que les Camerounais ont. Je sais que les Camerounais sont très brillants. Je sais que les gars sont prêts partout. Et ça fait mal de voir, juste à cause d'un complexe de Mbeng, que un Mbeng est forcément mieux. Ça fait mal de voir du potentiel complètement ruiné parce que tu prends le métro, parce que tu habites à Paris, parce que tu prends l'avion une fois par mois pour venir au pays avec les parfums. C'est triste, c'est quand même triste. Mais bon, en tout cas, je vais conclure avec je crois que j'ai très bien formulé ça. Le seul endroit au monde où un Camerounais peut exploiter son plein potentiel, c'est le Cameroun. Pensez-y, pensez-y. Et bon, ça c'était quatre points que moi je pense qui peuvent convaincre quelqu'un qui veut back. La décision reste personnelle, hein. La décision reste personnelle, mais les points sont là pour vous faire réfléchir, pour vous faire y penser. Et peut-être pour essayer de décomplexer certaines personnes. Parce que beaucoup, je caricature, mais beaucoup de benguistes pensent ça, hein. Beaucoup de benguistes, il y en a encore beaucoup. Et c'est ça qui est affolant. Je croyais que la tendance commençait à s'inverser, mais j'ai discuté avec des gars. Énormément de personnes pensent encore que, quelle que soit la situation à laquelle tu es, en bain, c'est toujours mieux que d'être en bain, que d'être au pays. Mais ça, c'est très faux. Et ça va être de plus en plus faux. Et avec coronavirus, j'ai même l'impression que ma vidéo, que les points ici, comme j'ai dit au départ, d'ici quelques mois, ils vont être complètement insignifiants parce que il y aura tellement de dégâts. L'après-coronavirus va tellement endommager l'Occident que la question de rentrer va même plus se poser. Ça va être une obligation.
une question de vie ou de mort, hein. On ne sait pas. On va voir comment tout ça va évoluer. On va aussi voir comment ça va évoluer au pays parce que nous, on n'est pas tellement épargnés pour le moment. On va voir tout ça. Mais bon, ça, c'était mes points. Pensez à... Donnez-moi vos avis en commentaire si vous en avez. Si vous avez des gens qui pensent à au pays, peut-être partager avec eux. Ça va les aider. Mais je pense qu'on doit tous être ici pour construire le pays, hein. Ça, c'est... N'abandonnons pas le pays. Avec tout l'indem qu'il y a ici, là, gars, on n'a pas choisi d'être camé, mon frère. Donc, on ne peut pas abandonner ce pays comme ça, là. Mais après, bon, ça reste votre décision personnelle. Analysez bien votre situation. La vie, c'est comme le check game. Si tu as les cartes en main, analyse tes cartes en main quand tu joues. Ne joue pas parce que tout le monde joue comme ça. Joue parce que tu as vu que ça va t'aider dans le futur. Donc, ne reste pas en bain parce que tout le monde reste en bain. Reste en bain parce que quand tu vois tes cartes, tu vois que c'est plus intéressant pour toi d'être en bain. Si tes cartes te disent que si tu joues ça, peut-être, tac, 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 c'est peut-être intéressant le pays. Joue tes cartes, tu vas au pays. La vie, c'est une place, hein. Chacun doit regarder sa propre vie à lui et ne pas forcément regarder la tendance de ce que les autres font. Pensez-y quand même, pensez-y et donnez-moi vos avis en commentaire. Je préfère, je crois que je vais apprécier s'il y a un échange. Et pensez aussi à coronavirus parce que c'est ça qui me fait faire cette vidéo. Donc, je ne sais pas, là vraiment, ça, l'évolution de ce truc-là, on va voir. Parce que ça peut partir dans tous les sens. Personne ne peut prédire sur comment ça va se passer, comment sera l'après mais on va voir. Et ok, c'était bien, merci pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Et petite récompense pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, même si certains vont dire que ah, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis fan de hip-hop, donc on va se terminer en musique avec l'instrumental ou le du monstre Jovi. On fait comme ça. You know on the trip.